De l'autre côté du mur. Le mur éternel. Hola a todos. Vous m'avez manqué. You can do what we want to do. Ah, il ne faut pas avoir peur. Je vais me lever et m'en aller. Macron, you know Macron is a very nice guy. Macron. Je n'ai pas besoin d'un ventriloque. Je vous assure, tout va très bien. No, you cannot do that, Donald. Pour la France, c'est une immense chance d'être le premier pays musulman d'Europe. On va faire des escaliers de paquets de couscous pour marcher jusqu'à Saturne. C'est ça le plan. Vous voudriez donc que je m'appelle comment? Corinne. Ouais. Logique. On a dit pas les mamans, pas les francs. Calmez-vous, madame, ça va bien se passer. Présenté par Jean-Michel Aplati et Trotsky. Bon, promis, dès cette semaine, je travaille sur un nouveau générique parce que là, c'est vrai que ça commence à faire un peu de temps qu'on l'utilise. Bonjour les amis et bienvenue en tout cas dans votre 7e épisode de la saison 2 de votre podcast préféré De l'autre côté du mur, et on va rigoler encore aujourd'hui. Et avec moi pour ce faire, monsieur Trotsky. Salut Trotsky. Bonjour à tous. Moi je l'aime bien ce générique, mais c'est vrai, oui, il y a eu tellement d'autres pépites depuis un an que il est possible d'en mettre de nouvelles, il est vrai. Mais ça reste, tu vois, pour les premiers qui sont arrivés dès le début, c'était quand même quelque chose quand on a sorti ce générique, faut pas l'oublier. Oui, mais je connais les Français ont besoin de changement, et j'ai envie de dire que le changement, c'est maintenant, Trotsky. Oui, les amis, parce que on est en plein dedans. Oui, le changement, c'est très important dans ce pays. Alors peut-être pas toujours en bien, mais bon, écoutez, le principal, c'est que ça change. Voilà. Après, qu'est-ce que vous voulez faire, hein? De toute façon, on est là, on est dans ce pays, on a le passeport français. Alors vous allez me dire, oui, c'est bien, il nous ouvre tellement de portes à travers le monde, on peut voyager de partout. Oui, c'est vrai, mais putain, à l'intérieur du pays, c'est quand même un peu le bordel. Et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui, les amis. Épisode spécial pendant ce temps-là en France, votre revue d'actu et bien sûr votre beau et tendre pays. Et alors là, les amis, l'actu, il n'en manque pas évidemment. Le sujet principal de cet épisode, c'est évidemment le va-et-vient. C'est quoi? C'est la chanson de Claude François là, ça s'en va et ça revient. C'est fait de tout petit rien, ça fait de... Ouais, c'est ça, c'est Claude François. Ouais, c'est ça. Bon, c'est le Cornu qui remplace Clo-Clo. Oui, le Cornu qui démissionne, le Cornu qui revient. Censure, pas censure. Macron qui s'accroche au pouvoir, les amis. On va débriefer ça dans quelques minutes. Et puis après, le florilège d'actu. Et oui, on parlera de Badinter au Panthéon et de son bilan catastrophique. On parlera de vos impôts qui financent les objets des criminels en prison. Une agence immobilière un peu particulière qui a ouverte du côté de Bordeaux. La cathédrale de Rouen et le retour des cloches de l'église de Arvignat. Cloche un peu particulière, vous allez voir. Le nombre d'étrangers en France qui n'a jamais été aussi élevé. Mais pendant ce temps-là, la préfecture du Var qui crée quand même un jeu de société sur les valeurs de la République. Vous allez voir, c'est génial. Et puis on finira par les traditionnelles émeutes de Châtelet. Après le riz crousti, le haut tacos à 3 €, la préfecture de Paris a eu une bonne idée samedi et ça s'est fini, comme d'habitude avec les Africains en garde à vue. Et puis évidemment, on parlera des premières manifestations islamistes du côté de Vénissieux. Autant vous dire que nous avons un programme très très chargé. Oh putain, alors que le programme déjà politique est déjà fou, mais le reste est encore plus fou. Non mais c'est n'importe quoi. Tout ça s'est passé sur une semaine. Et évidemment, notre revue d'actualité souffre de la sélection que je dois faire, parce que sinon on y passerait 3, 4, 5 heures tellement on a d'actu dans ce pays. On n'aura peut-être même pas le temps de faire votre seconde rubrique Trotsky président, donc c'est pour vous dire. Ah ouais, mais bon, là, il faut dire, l'actualité est tellement lourde que vous inquiétez pas. Et puis en fait, là, pour cette actualité, les propositions viennent d'elles-mêmes, tu vois. Il ne faut plus cette 5e République comme ça de merde. Voilà, c'est la proposition. En fait, on va juste vous en faire la preuve, mais vous l'avez, la proposition. Ça, c'est évident. En tout cas, les amis, voilà pour le programme de cet épisode bien léché. On vous invite évidemment à partager ce podcast, à le liker, à le commenter et à évidemment surveiller que YouTube ne nous mette pas en privé. Eh oui, ça c'est toujours comme ça. On met un podcast, YouTube nous censure. Au moins dans les premières 24 heures, c'est 2 à 3 mises en privé. Donc des fois, si vous écoutez le podcast et que le podcast disparaît, ne vous inquiétez pas, c'est signé YouTube. Oui, et puis alors, ce qui est bien, c'est que moi, pendant un moment, j'avoue, j'ai fait preuve de culpabilité. J'étais là, ouais, mais t'as vu, c'est parce qu'on avait mis dans le titre. En fait, Portmanov, on avait été mis 9 fois en privé. Et j'ai dit, c'est parce qu'on avait mis
meurt en direct. Ce qui était la vérité, il est mort en direct, c'est pas de ma faute. Donc j'ai dit ouais, peut-être qu'on abuse, faut qu'on fasse gaffe, alors que c'était les faits, quoi. Et là, en fait, sur la Moldavie, mais il y avait rien, mais rien de répréhensible. En fait, c'est vraiment nous. On pourrait sortir, je pense, un épisode pro-Macron ou un épisode, tu sais, sur la chanson française, c'est la biographie de Charles Trenet. Je pense qu'on va faire ça la semaine prochaine. Je pense qu'on serait quand même mis en privé. Donc là, ça y est, notre nom est associé à la mis en privé. C'est incroyable. Bon, en tout cas, les amis, voilà, n'hésitez pas à partager ce podcast et surtout, partagez-le à des amis, oui, des amis qui écoutent le 20h de TF1 ou le 20h de Léa Salamé sur France 2. Voilà, essayez de les sortir de leur léthargie. Voilà, envoyez-leur ce podcast et vous allez voir, ça va leur faire soit beaucoup de bien, soit ça va peut-être les achever. Ouais, mais en tout cas, c'est vrai que ça va leur faire du bien, peut-être d'entendre des gens qui vont pas leur dire on n'a pas de gouvernement, parce que c'était, rappelez-vous, ces menteurs qui nous ont dit s'il n'y a pas de Premier ministre, la France va basculer dans le chaos. Hein. Vous savez qu'on en a absolument besoin pour voter le budget. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas eu de gouvernement stable là ? Est-ce qu'on peut faire un petit point là rapidement ? Il n'y a pas et il n'y a aucun changement. Et le budget, en fait, même la Constitution prévoit de pouvoir le faire voter même sans gouvernement. Donc arrêtez de mentir et écoutez les vraies causes de pourquoi on a remis le même Premier ministre qui avait lui-même démissionné et qui ne représente pas le parti qui a gagné aux législatives. Parce que on oublie à chaque fois de préciser ça. Quand il y a une dissolution, l'objectif c'est ça redonne le pouvoir, tu sais, à un nouveau parti et on met Premier ministre le parti qui a gagné. Dans la logique. Bon bah là c'est un macroniste. Les macronistes ne sont pas arrivés ni premier ni deuxième. Parfait. Avant de parler de Le Cornu, petit sondage de la semaine dernière, du coup c'était pour ou contre l'interdiction de la cigarette dans les parcs publics, forêts et abribus. Quelle a été la réponse de nos chers auditeurs Trotsky ? Eh bien c'est le pour qui a gagné, donc pour l'instant le programme présidentiel est adopté. On a gagné. Parfait. Il manque encore 18 à 25 millions de voix. Quoique, c'est pas forcément sûr, étant donné les configurations qui arrivent pour 2027. Ouais. Et ça, tu vas nous en parler à la fin de la rubrique pour un peu qu'est-ce qui va se passer. Ce sera la conclusion de cette magnifique France politique qui vit vraiment bien. C'est vraiment beau ce qui se passe. C'est parti, les amis, pour votre revue d'actu. Et on commence évidemment par notre série préférée, Plus belle la vie de Premier ministre. On est vraiment sans cesse, qu'on soit noir ou blanc. Si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Et alors là, non, il n'y a pas Roland Barcy. Non, il n'y a pas... putain, moi je regardais Plus belle la vie, mais bon, j'avais 12 ans. Il y a pas Barbara. Non, il y a pas Jawad. Quoique si, il y a des Jawad, mais pas dans le gouvernement. À Marseille, il y en a. C'est plus. Ça, t'inquiète de quoi? À Marseille, il y en a parce que c'est à Marseille. T'sais. Oui. Oui, mais dans la série, il y en a un. Donc c'est vrai que c'est pas très représentatif. En même temps, c'est pas très compatible. Tu sais, ils avaient fait scandale. Désolé, on fait des petites revues de séries télé pour pas se faire bad, mais ça marche pas. On se fait quand même bad. Tu sais, ils avaient montré un plan A3 là, en prenant comment on appelle ça, vous savez, le truc là, qu'on respire. Putain, ouais, voilà. Ils avaient fait scandale. Donc ça, souvent, c'est pas très compatible avec Jawad. Tu sais pas, parce que le popper, c'est fait pour se dilater l'anus. Hein. C'est surtout les homosexuels qui en prennent. Ouais, c'est vrai. Putain. Et le taux d'homosexualité dans les cités islamisées, oh là là. Il est plus haut qu'on ne le pense. Hein. Bon, les amis, le Cornu s'en va, le Cornu revient. Ouais. Et oui, vous avez évidemment suivi ce feuilleton. Magnifique. On a perdu le soldat Bayrou. On a gagné le soldat Le Cornu. Voilà, donc le 9 septembre, Le Cornu est nommé donc Premier ministre. On n'en avait même pas parlé dans ce podcast tellement on n'en avait rien à branler. Ouais. Mais faut le dire. En fait, il se trouve que c'était plus marrant la fin de Bayrou parce que lui, il avait programmé un vote de confiance. On s'était dit, bon, il va se prendre un mur. On l'avait dit, hein. Donc, je vous invite d'ailleurs à écouter le podcast sur Bayrou, sur la fin de Bayrou qui était assez savoureux, qui s'appelle Vote de confiance Bayrou dans les poubelles de l'histoire. Voilà. C'est un titre totalement sobre, hein. Vous voyez que c'est bien signé par nous. Et, la mission suicide de Bayrou, c'était fini, par une fin catastrophique. Bayrou se fait dégager. Et là, arrive Le Cornu et nous, on discute. On fait des réunions et on dit est-ce qu'on parle de Le Cornu ? Mais en fait Le Cornu c'est tellement le macroniste depuis 10 ans, vraiment c'est
le premier, tu vois, c'est dans les premiers macronistes, quoi. C'est le Macron bis. On s'est dit, mais ça sert à quoi de faire un truc sur lui? Pour vous dire, Le Cornu, c'est le ministre qui a organisé, souvenez-vous, mais non, vous ne vous en souvenez évidemment pas, les grands débats après les Gilets jaunes. Putain, les grands débats. Voilà. Les calés Je sais pas si vous vous souvenez de ça. C'était exceptionnel. Ah ouais. Pour vous dire, les grands débats, c'était les grands débats de la Corée du Nord. Hein. C'était après les Gilets jaunes. Ouais. Donc Macron allait dans des salles des fêtes. C'est ça. Pour parler soi-disant avec des Gilets jaunes. Bon, en fait, il parlait avec des mecs qu'il avait choisis, si vous voulez. Et des fois, il faisait genre d'être en difficulté. Genre, il y avait un faux Gilet jaune qui lui disait « Ouais, quand même hein ?» Et Macron il disait non mais c'est sûr vous avez raison. Et puis les chaînes télé à la mode du pouvoir, BFM qui était encore macroniste, elle disait vous avez vu quand même il est mis en difficulté, il est poussé dans ses retranchements quand même. Hein. Bon ben voilà, c'est Le Cornu qui avait organisé cette douce mascarade des grands débats. Oui, et puis après ça s'était fini, ils avaient fait remonter des cahiers de doléances, vous savez comme dans la Révolution. Moyen-Âge. C'est ça, il y avait t'avais 45 cahiers par département qui arrivaient à l'Élysée. Et puis ces cahiers, qu'est-ce qu'ils sont devenus, on sait pas. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Ils sont dans une espèce d'armoire dans toutes les préfectures de France. Ah d'accord, mais c'est bien. D'accord, ok. Bah écoute, c'est super. Mais voilà, est-ce qu'on a pris une seule considération de ce qui s'était dit par les remontées du terrain? Non, hein, vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Bon bref, en tout cas, Le Cornu, c'est lui qui est arrivé donc le 9 septembre. Et nous, on se dit, bon, ça sert même à rien qu'on en parle parce que déjà, il y avait que lui, son profil n'était pas intéressant et il avait pas nommé de gouvernement. Donc on s'est dit, on va attendre qu'il nomme un gouvernement. Et comme le mec a mis du 9 septembre au 5 octobre, les gars, pour nommer 12 ministres sortants. Donc en fait, le mec a mis quasiment un mois, du coup 25 jours, pour faire le même gouvernement que celui d'avant. Donc déjà, là, je me suis dit, mais quel est ce foutage de gueule, mais monumental. Mais c'est quand même génial. C'est quand même génial, alors qu'on nous dit que sans gouvernement, la France va dans le mur et je sais pas quoi. Au final, il n'y a pas de gouvernement, c'est carré, hein. Tout s'est bien passé et ça a foutu la merde, justement, quand il a nommé ce gouvernement qui était à peu près le même, à une exception près. Exactement, puisque, oui, vous êtes endormi avec Le Cornu qui nomme un gouvernement et puis vous êtes réveillé avec plus Le Cornu. Mais où est-il? Donc le mec a nommé un gouvernement, il y allait se coucher avec sa femme là comme ça, t'as vu Cyril, j'ai nommé un gouvernement, et le lendemain matin, je sais pas, il a dû faire un rêve bizarre et il démissionne à 9h du matin. Bon, autant vous dire que dans les médias étrangers, nous sommes évidemment la risée du monde, mais bon, depuis 8 ans, on n'est plus à ça près, de toute façon. Et en fait, oui, comme tu dis, il nomme 12 ministres sortants, mais c'est le ministre. En fait, il y a un ministre qui pose problème pour cause. Ça, c'est un coup signé, les amis, je vous le dis, de Emmanuel Macron, c'est évident. C'est la nomination de Bruno Le Maire au ministère des Armées. Le ministre des Finances aux 1000 milliards d'euros de dette qui revient contrôler les armées. Là, peut-être qu'en rapport avec le truc des armées, il faut dire, le ministre qui avait dit nous allons mettre à genoux l'économie russe. Oui, voilà. Alors que c'était au tout début de la guerre. Et le mec s'était chauffé. Les Russes avaient dit la France est un co-belligérant. Ils avaient commencé à s'énerver sur nous. On s'est dit mais où est-ce qu'il va nous foutre dans la merde, la Bruno Le Maire? Il avait dû reculer, le mec. On s'est dit mais lui il va nous déclencher une guerre. Et là on le met lui aux armées. Oula. Oui. Alors on le met lui aux armées, mais ce qui est important de préciser quand même, c'est que à mon avis c'est pas Le Cornu qui met Le Maire aux armées, c'est Macron qui met Le Maire aux armées, puisque les armées sont une compétence exclusive du président de la République. Le Premier ministre n'a aucun droit, rien sur les armées. C'est une compétence exclusive du président. Donc il est évident, et puis on parlera du côté psychique d'Emmanuel Macron dans quelques minutes évidemment, mais c'est évidemment une petite quenelle glissée à l'ensemble des Français, selon moi en tout cas. Mais pourquoi? Explique-nous le truc biscornu de... parce qu'en fait, là, moi je vais te parler de la thèse officielle et toi tu me donnes la thèse que tu penses derrière tout ça. En gros, la thèse officielle que là on vous a sorti pendant les médias, etc., que même LR a sorti, c'est Le Cornu donc nomme ses 12 ministres sortants, avec les gros noms qu'on attendait, c'était Darmanin, Retailleau, ok, bon voilà, ça c'est les trucs principaux, ils sont là, et il nous sort donc Bruno Le Maire qui revient de Suisse après s'être exilé parce que le bilan était catastrophique, 1000 milliards de dettes, etc. Il le nomme au ministre des Armées. De là, qu'est-ce qui se passe? Retailleau, visiblement, selon la thèse officielle, dit tu mets Bruno Le Maire, tu ne m'as pas prévenu, non, moi je quitte le gouvernement si c'est comme ça. Parce que on peut pas accepter deux choses.
qu'un mec si catastrophique arrive au ministère, dans un ministère, qui fasse son retour, ça c'est un. Et deux, un ancien LR passé macroniste, j'ai pas envie qu'il soit au gouvernement, puisque Bruno Retailleau est en lui-même LR, alors qu'il est lui-même au gouvernement. Bon bref, ça c'est une maladie mentale, mais c'est autre chose. Et il dit, voilà, tu m'as pas prévenu, je me casse. Et donc toi, cette thèse te paraît totalement fumeuse. C'est concrètement, qu'est-ce que alors Macron a voulu faire? C'est quoi le truc alors? Macron est taré. Je pense qu'au bout de 8 ans, on peut s'accorder sur le fait que Macron a un problème psychique. C'est évident. D'ailleurs, on l'a vu suite à la démission de Lecornu marcher seul sur les quais de Seine. Non mais putain, mais qui fait ça? Non mais qui fait ça? Et les gens ont cru qu'il marchait vraiment seul sur les quais de Seine. Le mec a juste fait venir une caméra de BFM Télé qui s'est pris en contre-plongée, en fait, qui a filmé Macron en contre-plongée. Et le mec a fait genre, il réfléchissait seul face au monde après la démission de Lecornu. Donc, ce mec a un problème psychique évident. Il n'en est plus à son coup de provocation près. Je vous rappelle, après les Gilets jaunes, qu'ils viennent me chercher. Ouais. Et ça, c'est une de ces nombreuses provocations. Ce mec ne s'arrête pas. Ce mec méprise les gens. Mais ce qui est bien avec lui, c'est que il les méprise, mais il nous le fait savoir. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas de filtre avec Macron. Il n'y a pas de... Tu vois, Hollande méprisait foncièrement les gens, mais il le faisait de manière intelligente. Tu vois ce que je veux dire? Tout comme Sarkozy. Les mecs, on est quand même un pays, comment dire, on n'est pas Cuba, tu vois. On est un pays occidental, nous avons des codes. Tu vois ce que je veux dire? On peut pas cracher à la gueule des gens comme ça, tranquillement. Oui, en tout cas, pas de tout le Macron, monde. Parce que Sarkozy, il était quand même spécialiste des petites phrases où il vannait un peu tout le monde. Tu sais, il avait dit, gros, il avait traité les gens de racailles, il avait vanné les juges en disant qu'ils avaient du cul de belette ou je sais pas quoi sur les épaules. Enfin, tu sais, mais pas du peuple dans l'entièreté. C'est vrai que Macron, lui, il dit dans les gares, il y a les gens qui sont rien et les autres. Enfin, il y avait des dingueries. Oui, c'est ça, exactement. Il n'y a pas de culture française, ceux qui sont rien. Non, mais évidemment, il n'est pas à son coup d'essai. Et en même temps, moi, je le comprends. Le mec méprise les gens, il est tout le temps réélu. Je comprends comment dire, je comprends le truc de se dire il ne m'arrivera jamais rien. Continuons dans cette voie-là, tu vois. Le mec reconnaît l'État de Palestine le jour d'une fête juive, tu vois, par exemple. C'est des petits trucs de merde comme ça qui font en fait les grands tout, tu vois, et qui font que ce mec est un énorme fou. Et en fait, le donc truc pourquoi faire ça? Voilà, que... quel intérêt? Ouais. Ben, je sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ne peux pas croire que Lecornu ait cherché un gouvernement pendant 1 mois. Ouais. Pour renommer exactement les mêmes. J'arrive pas à le croire, en fait, si tu veux. Parce que dans les institutions de la Ve République, c'est le Premier ministre qui nomme un gouvernement, mais sur validation du président de la République, hein. Ben bien sûr. Ah non, mais c'est évident, le Premier ministre, il fait pas ça live. Surtout quand le Premier ministre, c'est son laquais numéro 1. Puisque Lecornu, mec, c'est le fidèle des fidèles, comme je l'ai dit tout à l'heure. Voilà. À partir de là, il est évident que le ministère des Armées, qui est un ministère qui tenait à cœur à Lecornu, et là d'ailleurs, il faut rendre à César ce qui appartient à César, Lecornu a été un très bon ministre des Armées. Donc il m'apparaît évident que ce n'est pas lui qui ait pris la décision de faire revenir Bruno Le Maire, dont la cote de popularité frôle avec celle de Macron. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et du coup, en fait, ça aurait pu forcer à démissionner Retailleau pour éviter qu'il prenne trop de place. Moi, dans la théorie, si on va au bout, c'est peut-être ça alors. En tout cas, ne pas laisser Retailleau au gouvernement. De toute façon, Retailleau et les LR sont morts dans le game de toute façon à partir du moment où ils acceptent encore la coalition avec le gouvernement. Mais comme je disais à Trotsky en privé, je disais que les LR, parce que tout le monde dit les LR sont morts, etc. Pas forcément, parce que en gros les LR font un calcul très simple, et ça c'est de la politique politicienne de base et de merde. Les mecs se disent la Macronie est mort, il faut récupérer les voix de la Macronie. Tout simplement. Donc en gros, il faut récupérer l'ancien électorat LR parti chez Macron. C'est tout simple, hein. C'est tout simplement ça. Les vieux boomers de centre droit partis chez Macron, il faut les récupérer. Qu'est-ce qu'on voit dans les sondages? On voit aujourd'hui qu'on a un bloc central divisé avec pour 2027 Édouard Philippe, Gabriel Attal. Les deux réunis cumulent à peu près, entre 25 et 30% des voix, ce qui est pas énorme. Et on a un Retailleau juste derrière à 12%. Qu'est-ce que se dit Retailleau? Qu'est-ce que se disent les LR? Attal va mourir. On va récupérer quelques voix d'Attal. On va récupérer quelques pourcentages d'Édouard Philippe. Ça va nous faire un espèce de 15-16%. 16%, tu peux aller au second tour en 2027. Oui, c'est ça le truc, c'est que le second tour, ça très bas tellement c'est divisé entre LFI, machin, les écolos. Donc c'est ça le truc. Oui, c'est ça le truc. C'est ça. Le second tour en 2027 va être vraiment, à mon avis, moins de 18%. On aura un RN qui va être au second tour avec 33-34% de vote. Quand le second, et c'est là où ça va être intéressant, de Mélenchon à Retailleau en passant par le bloc central, tout le monde va pouvoir aller au second tour. Ouais. Même le Parti socialiste. Bah oui, ça c'est le fameux calcul des comploteurs Legrand et Cohen. C'est ce qui visait.
comment se faire retrouver Glucksmann face à Le Pen, et comme ça on a gagné. Parce que oui, eux, ils sont fervents supporters de Glucksmann, ils ont même mis sa femme au 20h. Bon bref, c'est une autre histoire, mais voilà. Tout ça pour vous dire, les amis, que le calcul d'LR n'est pas si mauvais. Ceci dit, dans cette séquence-là, Retailleau, en tout cas, je le pensais plus, je le pensais politiquement un peu plus solide. Pensais qu'il allait pas se faire trahir. Bon, quand tu fais de la politique depuis autant d'années que Retailleau en fait, la trahison en politique, si vous voulez, c'est quand même la base. Mais donc du coup, voilà pourquoi le Cornu a démissionné, c'est parce que Retailleau l'a lâché, ce qui était une des stars entre guillemets de son gouvernement. Du coup, le Cornu dit à Macron, bon bah, alors attends, la phrase c'est quoi ? C'est les conditions ne sont plus réunies. Voilà, ne sont plus réunies pour mener ma mission. Voilà ce qu'il dit à Macron, donc il démissionne. Voilà. Et donc ça, on a compris pourquoi il a démissionné. Et là, on se dit, mais c'est super, la séquence politique est relancée. Qu'est-ce que va faire Macron ? Il commence à faire fuiter dans la presse les noms Catherine Vautrin, Aurore Berger, donc d'autres macronistes à fond les ballons, parce que tu sais, là, ça fait que la 3e fois que c'est le cas. Donc tu sais, il se dit, tu sais, peut-être que la 4e fois, ça va marcher, c'est super. Et donc, il dit, alors là, c'est génial, c'était mercredi, dans 48 heures, le gouvernement sera nommé. Voilà, dans 48 heures, donc vendredi avant 20h. Et donc là, très très drôle, pour ceux qui sont fans des médias, moi j'aime bien les suivre, tous les médias se mettent en édition spéciale, machin, quotidien. Vous savez, quotidien, ils sont toujours en différé. Et le vendredi, comme d'ailleurs Tout Beau Tout Neuf, là, d'Hanouna, ils sont pas en direct, enfin ils sont en enregistré, ils ont enregistré la veille, ou alors Hanouna met un de ses sbires, mais il est pas là. Et là, Hanouna est là le vendredi, alors que normalement le vendredi soir, pour des raisons religieuses, il ne peut pas. Et Yann Barthès, pour des raisons de week-end, il ne peut pas non plus. Et donc du coup, c'est vrai, en plus, vous croyez, je rigole, je ne plaisante pas. Et là, quotidien était en direct ce jour-là. Les mecs sont restés à Paris, ils ne sont pas allés à Deauville ce jour-là, malheureusement. Alors qu'en plus, il a fait beau ce week-end. Tu vois, quel dommage. Et ils étaient là avant 20h, ils avaient sorti tout le monde là. Le mec du boulevard Jean Jaurès, Jean-Michel Apathy, on sera là pour la nomination avant 20h. Et en fait, Macron, hop là, le Cornu, hop là. Et en fait, visiblement, ils ont négocié toute la journée de vendredi. Donc, ils ont reçu toutes les forces politiques qui comptent, c'est-à-dire tout le monde sauf LFI et le RN, c'est-à-dire 15% de l'électorat total. En fait, il y avait ni 35% du RN, ni 30% de LFI alliés. Donc en fait, ils ont reçu Lyot. À chaque fois, ils me citent Lyot, j'ai envie de les frapper. Tu vois, je te jure, j'ai envie de les tuer quand ils font comme si ça pesait. Le groupe Lyot à l'Assemblée. Arrêtez de dire le groupe Lyot avec leur 20. N'en parlez plus jamais, s'il vous plaît, merci. Voilà, donc ils ont reçu Tondelier qui nous a fait. Là, ça y est, elle est en train de maîtriser les codes médiatiques. Elle fait que du drama. Oui. C'est hyper marrant comment elle est. Elle fait des petites blagues et tout, parce que Attal, je sais pas si t'as vu la séquence. Donc ils sont tous convoqués à l'Elysée là, les Attal, les machins, les chouettes. et Attal sort tout seul en marchant, il s'arrête pas devant la presse quoi. Et là, Tondelier, tu sais, elle prend un petit recul sur le micro. Il marche seul. Et tu sais, elle fait ses petites blagues comme ça et tout. Et je suis sûr qu'elle est là, tu sais, avec le CM des écolos. T'as pris ça ? Vas-y, retweet. Tu vas voir le buzz. En fait, là, je te jure, je vois leur réunion de merde, de pourri à chier. Donc, LFI, ils sont pas allés parce que, bon, je sais pas, ils avaient, peut-être une réunion, bon, je sais pas. Ils étaient peut-être bloqués dans la flottille pour aller à Gaza. Et du coup, alors, ce qui est trop drôle, c'est où était Marine Le Pen ? Où était Marine Le Pen ? Parce que c'est marrant. La Queen. Attends, qu'est-ce qu'on fait ? Où était Marine Le Pen, Jean-Michel Apathy ? Où est ma Queen avec son chat? Parce que je sais pas si vous avez vu pendant 3 semaines, à chaque fois que le Cornu l'invitait à Matignon, elle venait avec son petit chat dans sa boîte. Putain. Parce que c'est un tout petit chaton qui avait besoin d'être nourri. Donc j'imagine bien la réunion en fait. Elle est face à le Cornu à Matignon et là elle dit attends Seb, je sors mon chat et donc là elle nourrit son chat au biberon là. Ça me fait trop rire. Le Pen c'est ma queen en ce moment. J'adore. Après Queen B, Queen L, Queen LP, Queen Le Pen. Donc Le Pen, stratégiquement, elle est pas trop mal. Bon, malheureusement, elle a quelques sbires comme Jean-Philippe Tanguy qui sont vraiment des merdes. Ouais. Mais sinon, elle est pas trop mal en ce moment, Queen Le Pen. Et du coup, elle a dit, bon, les Français ont dans plein le cul de ce cirque politique parisien. Moi, je file à la campagne. Oui, dans la semaine, elle fait 2 trucs, c'est assez marrant. Elle fait le sommet des bovins à Clermont-Ferrand et le congrès national des sapeurs-pompiers dans la Sarthe au Mans. Donc, voilà. Elle a pas fait Élysée. Et ah oui, on a oublié de préciser, et puis après on revient sur Marine Le Pen, mais la gauche, pour préparer la réunion avec Sébastien Lecornu, il faisait des rendez-vous secrets dans Paris
où ils ne donnaient l'adresse à personne, d'accord? Et ils allaient dans un hôtel Ibis, vers Bastille, ils se réunissaient et ils sortaient les uns à la suite des autres, ils faisaient une déclaration devant la presse, parce qu'en fait tout le monde était au courant, et ils s'étaient mis d'accord, c'est dans l'ordre dans lequel on sort, et on fait tous une déclaration, mais pas ensemble, d'accord? Pour montrer qu'on n'est pas quand même dans le même groupe, ok? Et Clémentine Autain, après, il y a un gars qui a voulu lui parler avant, et du coup elle a dit que c'était pas élégant, tu vois, les hommes qui veulent parler, enfin c'est, là on est dans une Mongolie les gars, oh putain. Ouh là là. La Mongolie n'est pas finie parce que dans moins de 5 minutes, je vais vous dévoiler les textos des macronistes sur Telegram. Vous allez voir, ça va calmer les complotistes. Hein. Je peux vous dire que même moi qui étais complotiste plus, là, ça m'a fait redescendre de quelques étages. Oh putain. Oui, donc Marine Le Pen, Queen Marine, donc qui part voir les agriculteurs. Queen Marine qui nous dit que maintenant, ça y est, ça suffit. Elle censurera tout. Donc, en plus, si on veut parler politicienne, c'est pas mal parce que elle demande un retour aux urnes en invoquant la dissolution de l'Assemblée nationale, ce qui l'empêcherait de se présenter à l'élection parce que pour l'instant elle est inéligible, donc là elle montrerait qu'elle fait passer l'intérêt supérieur de la nation avant son propre petit intérêt. Voilà, bon, évidemment si elle est pas payée par les sous de l'Assemblée, elle sera payée par le Front National qui est le parti le plus riche de France. Donc voilà, donc la séquence de Marine Le Pen plutôt intéressante. Le Pen qui est encore dans les sondages, les mecs ils sont encore à 35-36%, le socle ne bouge plus, et ça c'est très intéressant. C'est ça, pour tous ceux qui sont qui ont peur de l'extrême droite, voilà, les fascistes et tout, sachez que voilà, à votre travail, dans votre entourage, 1 sur 3 vote RN. Voilà, ça devrait vous calmer, voilà. Et 1 sur 2 vote à droite. Parce que quand tu fais la combinaison RN, bon, j'ai pas envie de les mettre dedans, mais vas-y, je vais faire genre LR, Reconquête et Debout la France, t'es à 54-55% des intentions de vote au premier tour de la présidentielle. Voilà, donc regardez bien autour de vous. Il y a des gauchistes déguisés qui, pour être acceptés socialement, vous font semblant d'être pro-trans et pro-immigrés. Dans la réalité, c'est faux. Voilà, je vous le dis. Voilà. Donc bon, Macron ne nomme personne et il renomme Le Cornu. Donc c'était 22h. Il était tard. De quoi? Il était tard, il était 22h au moins, alors qu'il avait dit avant 20h. Parce que ces gens n'ont pas de parole. Tu sais, là en vrai, on rigole parce que Quotidien, du coup, ils se sont fait niquer, ils ont fait une édition spéciale en direct pour rien. Pareil pour Tout Beau Tout Neuf. Ah, finalement, il sera pas annoncé ce soir. Et paf, 22h, pouf, il renomme Le Cornu. Donc déjà, est-ce qu'on peut avoir une parole quand on est à la tête de l'État, quand on est une grande nation et qu'on dit qu'on le nomme avant 20h? Est-ce qu'on peut le nommer avant 20h ou est-ce qu'on est obligé comme ça de à chaque fois se ridiculiser et de ne faire que le contraire de ce qu'on dit tout le temps dans notre vie, tu vois? Et ça, c'est la première question que j'ai envie de poser. Et au final, ils ont fait donc une consultation de toutes les forces politiques sauf LFI et RN, comme vous avez dit tout à l'heure, pour renommer Le Cornu. Mais c'est quoi le délire? Pourquoi tu renommes le même qui n'a pas duré 48 heures? Ta vie, en tout cas, est entre les mains du Parti Socialiste, puisque pour l'instant, de ce qu'on a pu comprendre, le Parti Socialiste, qui représente aux dernières élections présidentielles 1,7% des voix, bon déjà a fait le forcing et pour avoir un Premier ministre, déjà ça faut le savoir, donc on a failli se taper Olivier Faure, ça c'est quand même la chose qu'il faut dire. C'est en fait le Parti Socialiste qui décidera de la vie ou de la mort de Le Cornu, puisque quand on additionne aujourd'hui les groupes qui sont susceptibles de censurer, c'est-à-dire RN, LFI, qui censureront d'office, ça ne fait pas la majorité pour faire tomber un gouvernement. Donc, pour pouvoir censurer, il faudrait qu'en fait, il y ait le RN, LFI, les écolos, le PS et le PCF. Donc voilà, et c'est le Parti Socialiste évidemment qui mène la danse dans ce groupe de gauchistes républicains, puisque LFI n'est pas dans l'arc républicain. Non. Donc voilà, l'avis de Le Cornu dépendra du bon vouloir de la gauche et du coup dépendra évidemment de son programme. Et c'est ça qui va être intéressant. Une France à majorité à droite va être gouvernée idéologiquement, mais bon, même si c'est le cas depuis des années, par la gauche. Ouais, c'est ça. Et alors ce qui est trop drôle, c'est que donc Faure a commencé à poser les bases de ce qu'il va demander. Nous avons des conditions à donner à monsieur Le Cornu. Alors, est-ce que vous êtes au courant que c'est le même qui vous a parlé pendant 3 semaines avant, hein? C'est le même gars, hein. On dirait qu'on repart à zéro. C'est la même personne. Vous êtes au courant, il va pas faire le contraire, hein. Et puis c'est le fils spirituel de Macron. Donc il va pas faire une politique NFP. Vous êtes au courant de ça. Donc ils lui ont demandé plusieurs choses. Pas de 49.3, d'accord? Pas de 49.3. Alors ça va être compliqué, hein, parce que là, Elisabeth Borne, elle dit, mais attends, mais comment on aurait fait? Tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? Je comprends pas, là, monsieur. Moi, j'en ai fait 40, donc comment on peut gouverner sans 49.3? Après, ils ont dit, pas de réforme des retraites, comme vous l'avez voulu nous l'imposer. Ça, on ne peut pas, d'accord? Il faut continuer de s'endetter comme ça, c'est parfait. Et là, Le Cornu, bon, il l'avait promis à leurs électeurs et tout, donc ils sont un peu emmerdés, les mecs. Et visiblement, ils voulaient imposer la taxe Zuckman, mais Le Cornu a dit non, ça de Zuckman, on peut pas. On peut pas parce que
Bon, au-delà du fait que c'est de la merde, on en a déjà parlé, mais en plus, c'est quand même, ça va priver d'argent, tous les mecs qui nous ont fait élire, tu vois. Tous les milliardaires qu'ont les médias, c'est dommage. Donc, les mecs ont failli, alors là, on sait pas où ça en est à l'heure actuelle, et c'est ça qui va être rigolo, se sont mis d'accord, en tout cas, pour, pourquoi pas, suspendre la réforme des retraites. Et alors là, c'est super drôle, les amis, parce que quand on a su ça, manque de peau pour eux, mais on a beaucoup de chance. Nous avons eu le privilège d'accéder aux conversations Telegram des députés de la Macronie, les amis. Et alors là, c'est exceptionnel. Et justement, je vais vous lire quelques messages. Vous allez voir la nullité absolue de ces gens. C'est quand même quelque chose. Donc, leur conversation intervient au moment où le gouvernement dit que bon, voilà, ça serait pas impossible qu'ils acceptent de suspendre provisoirement la réforme des retraites, donc la retraite à 64 ans. Et là, nous avons, dans la groupe Telegram, Maud Bréjon, qui dit « Est-ce à nous de dilapider notre propre héritage ?» Charles Rodwell, je suis sidéré. Céline Calvez qui dit « Notre propre héritage, il n'en restera rien si nous loupons cette dernière chance de compromis avant la dissolution. » Didier Legac, si nous on est incapable de faire des concessions, nous n'y arriverons pas. Suspension ne veut pas dire annulation. Cette question sera tranchée comme d'autres en 2027. Maud Bréjon qui rétorque. Le compromis n'est pas de mettre deux genoux à terre par peur de la dissolution. Est-ce que nous pousser à l'annulation de la seule réforme structurelle que nous avons portée devant les électeurs en 2022 ? Ça fait mal. La seule réforme, ça fait vraiment très mal de dire ça. Oh, Céline qui répond. Suppression sur 2026 vs abrogation, il y a une nuance, on en manque. Maud Bréjon qui répond. La suspension n'existe pas. Réouvrir le débat à l'hémicycle aboutira à l'abrogation. Annie Vidal. C'est bien parce que tu découvres qu'il y a des ministres dans ça. Moi j'en connais aucun. Maud Bréjon elle est connue mais c'est tout. Le reste c'est les députés. C'est les députés Horizon, c'est ça ? Ouais. C'est pas des Annie Vidal qui dit c'est bien trop tôt pour lâcher les retraites. On grille toutes nos cartouches là. Agnès Pannier-Runacher. Alors elle, c'est vraiment le summum de l'analyse politique. C'est la bosse. Je pense qu'Elisabeth ne lâche pas ça par hasard. Oui, parce que c'est Elisabeth Borne qui a dit on peut négocier. Voilà. Franck Rister qui répond. Une nouvelle fois, au-delà du fond, il y a un problème de méthode. Admettons que nous lâchions un gros truc dans la négo et concédions la suspension. Ce qui mérite d'être discuté entre nous. Il faut de la coordination et du timing. Le dire comme ça maintenant risque d'être contre-productif. Anne-Jeanne D. Sauf qu'on est un parti, pas une somme d'individualité. Toute position individuelle fait le régal de tous ceux qui veulent notre perte. Et ils sont nombreux et déstabilisent tous ceux qui nous soutiennent, à commencer par nos militants qui prennent cette position pour un renoncement à ce que nous avons défendu. Bon, les mecs, vraiment, les mecs sont quand même persuadés. Voilà, les mecs sont quand même persuadés d'avoir fait des trucs de ouf. C'est vraiment très étonnant parce que j'ai l'impression qu'ils jouent leur vie. Tu sais. Ils ont l'impression que c'est important, qu'ils ont une mission, qu'ils ont des militants, qu'ils ont des gens qui les soutiennent. Et c'est ça qui est bien parce que c'est ça qui du coup fait redescendre un peu le complotisme, c'est que bon, on remarque déjà que ces gens n'ont pas l'intelligence assez élevée pour fomenter un plan machiavélique à l'égard des Français. Et surtout, moi, ce qui me touche en plein cœur, ce qui touche le petit cœur de Jean-Michel Aplathy, c'est qu'on remarque que, en fait, ces gens, ils croient vraiment. Oui, mais parce que après, eux, c'est des pantins. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de complot au-dessus. Tu vois, pour moi, c'est vraiment, ça se situe au-dessus parce que je suis désolé, je vais retourner à ma marotte, mais il y a quand même un détournement d'argent monumental, tu vois, au plus haut sommet. Pourquoi on paye autant d'impôts et qu'on ne les voit jamais ? C'est bien qu'il y a un vol d'argent. Tu vois, alors que même si eux, ils y croient à leur réforme des retraites, à je sais pas quoi, peut-être qu'eux, ils sont sincères et que oui, tous ne sont pas des énormes compus. Moi, je sais que j'ai un pote à moi qui a connu dans le perso Olivier Véran, tu vois. Et Olivier Véran, moi, pendant un moment, j'ai cru, tu sais, le mec sur le Covid, il s'amusait un petit peu, tu sais, il était là, attends, comment je vais les humilier un petit peu? Et visiblement, lui, il est persuadé, mais vraiment qu'il a sauvé la France de millions de morts. Mais persuadé, le mec. Non, mais vraiment. Mais j'avais écouté un podcast d'un mec qui avait fréquenté les hautes sphères du pouvoir, etc. Et il disait, en gros, que plus tu fréquentes les hautes sphères du pouvoir, moins tu deviens complotiste, parce que tu te rends compte à quel point les gens qui prennent les décisions sont vraiment nuls et stupides. Ouais, c'est vrai. Donc, tu vois, mais il y a pas mal de retours d'expérience comme ça qui montrent vraiment que, après, évidemment, qu'il y a des intérêts, voilà, que Macron, je dis pas qu'il est machiavélique ou quoi que ce soit. Je dis juste que, évidemment, qu'il défend des intérêts, mais je dis qu'il y a beaucoup de gens dans les hautes sphères politiques qui sont vraiment stupides. Enfin, en tout cas, qui sont, tu sais, qui sont des prompteurs, quoi. On leur a imprimé un texte et hop, ils ressortent le texte. Mais ils sont pas là, en train de tirer des ficelles. Mais globalement, ils obéissent quand même à des énormes éléments de langage, à des trucs qui sont dictés par au-dessus. Tu vois, les uns diront par Macron, les autres diront peut-être par encore au-dessus.
Bon, en tout cas, Macron bat le record d'impopularité. 82% des Français ne lui font pas confiance, dont 59 pas du tout, soit 11 points de plus en un mois. Désormais, seuls 37% de ses électeurs du premier tour en 2022 lui font encore confiance. Donc, on est vraiment, c'est le président esselé. Je sais pas si Flamby avait pas fait mieux. Bah, il me semble que pas autant. Il avait frôlé, mais heureusement pour lui, il y avait eu les attentats. Et ça l'avait sauvé. On est sur, évidemment, le pire président de la 5e République. Et c'est pas Jean-Michel Aplathy qui le dit, non. C'est le premier défenseur d'Emmanuel Macron depuis 2017. Ouais. Alain Minc. Ouais, alors lui, il a dit ceci. Donc c'est un titre de journal là que je vous lis. Je vous mettrai. Comment je pourrais mettre une capture? Bon, je vous la mettrai pas. Vous trouverez. Désolé, je sais pas comment faire. Il a dit ceci. Emmanuel Macron est le pire président de la 5e et j'ose espérer qu'il n'en est pas le fossoyeur. Voilà ce qu'il a dit le 7 octobre matin. Donc les rats quittent le navire, comme l'a très justement dit Éric Dupond-Moretti, puisque évidemment ceux qui préparent 2027 veulent d'ores et déjà se détourner d'Emmanuel Macron. Gabriel Attal, le premier, qui aux 20h de TF1 a dit très clairement qu'il ne comprenait plus les choix du président de la République, que Emmanuel Macron donnait le sentiment d'une forme d'acharnement à vouloir garder la main. Ça c'est fou, acharnement les gars. Acharnement. Ouais. Enfin, Attal. Wow. Attal, c'est celui qui a été fait par Emmanuel Macron. Et c'est celui qui dirige son parti à l'heure actuelle. Oui, déjà. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Ancien Premier ministre. Là, vous imaginez le taux de gens qui se détournent de lui. À l'époque, justement, Hollande, je l'ai écouté parce que comme il est tous les 2 jours dans Quotidien, et tu sais, moi je fais ça pendant que ma nourriture chauffe, j'écoute Quotidien. C'est comme ça me permet de me lier au non réel, tu vois. Et en fait, Hollande est invité tous les 2 jours, et là il a dit, même moi, un Premier ministre m'avait jamais fait ça. Et c'est vrai que pour le coup, putain, il était impopulaire, Hollande, à l'époque, c'était chaud, c'était vraiment chaud, et personne n'a dit, il a un acharnement à garder la main, on ne comprend pas ses choix, il faut qu'il démissionne. Là, t'as tous ses plus proches qui disent qu'il faut qu'il démissionne. Mais c'est un truc de fou furieux ce qui se passe. Je sais pas si vous vous rendez compte. Ça n'est jamais arrivé. Jamais de la vie. Jusqu'à la nunuche Valérie Ayé qui a représenté la Macronie lors des élections européennes il y a un an là. Ouais. Valérie Ayé, celle qui parle comme ça là. Jordan Bardella, vous pouvez laisser parler une femme s'il vous plaît. Voilà, c'est elle, Valérie Ayé. Putain, qu'est-ce qu'elle était nulle elle. Donc Valérie qui dit on ne comprend plus les décisions du bloc central. Ouais. Voilà, même cette cruche ne soutient plus Macron. C'est vous jusqu'à dire. Son premier ministre qui sera resté le plus longtemps à Matignon, j'ai nommé Édouard Philippe. Bon, Édouard, lui, on sent qu'il veut que 2027 arrive vite. Là. On écoute ce qu'il a dit sur RTL. Mais je crois qu'il doit prendre une initiative. Et il me semble qu'il s'honorerait si par exemple, il proposait un nom de Premier ministre, il nommait un Premier ministre avec pour fonction d'exécuter les affaires courantes et de construire un budget, de faire adopter ce budget. Et qu'à l'issue, dès lors que ce budget est adopté, dès lors que la France est dotée d'un budget, et c'est indispensable, il annonce qu'il organise une élection présidentielle anticipée, c'est-à-dire qu'il part immédiatement après que le budget a été adopté. Oh la dinguerie. Oh, ça c'est et dites-vous que tout ce qu'on vous cite là, Alain Minc, Gabriel Attal, Valérie Ayé, donc c'est-à-dire c'est qui la représentante européenne, les 2 anciens premiers ministres, les qui sont avant Barnier et Bayrou, le lâche en 2 jours. Tout ça, ça se passe en 2 jours, les gars. Le 20h de Attal, c'est le soir. Le lendemain matin sur RTL, Fogiel lui dit vous êtes d'accord avec Attal? Là, on comprend pas trop ce qu'il fait. Ouais, il s'honorerait. Ce serait vraiment la classe s'il nommait un Premier ministre et qu'il se casse derrière. Ça, ce serait la classe. Tu veux pas te casser? Waouh. Édouard Philippe qui a d'ailleurs même refusé le ministère des Armées il y a plusieurs mois à Emmanuel Macron. Et ça, il n'en avait pas fait état. Je l'ai appris il y a quelques jours. Ok, je savais pas non plus. Donc plus personne ne peut se le blairer, les amis. Même la famille Duhamel. Ah ouais. Putain, la famille Duhamel. Ça, c'est vraiment les avocats de la première heure de Macron. Même eux. Putain, on écoute Alain, le commandant en chef. Pourquoi Emmanuel Macron se trompe tout le temps? Pourquoi le sens politique lui manque? Je pense que c'est quelqu'un, alors je sais que quand je vais dire ça, là, tout le monde va hurler intérieurement ou extérieurement. Il est très intelligent, sauf dans un domaine, la politique. On rigole bien sur Quotidien, tu vois, c'est tous les jours. Et en fait, ce qui est génial, c'est qu'il est super intelligent sauf dans la politique, mais attendez, vous avez pas participé à dire qu'il était trop intelligent, qu'on le comprenait pas, de dire qui fera mieux que Macron, là, une du point, faites ce que vous voulez, votez Macron. Attendez. Pourquoi là, vous dites au bout de 8 ans,
finalement il est pas intelligent en politique. Alors après avoir vendu que c'était un génie incompris. J'ai l'impression que vous êtes en train de nous mentir et que là tout le monde dit ouais c'est vrai, ah ouais Macron pas ouf. Attendez. En tout cas, wow. En tout cas les amis, l'appel à la démission d'Emmanuel Macron n'a jamais été aussi fort, tant du côté des partis politiques que des Français. Ouais. Mais on a oublié d'écouter quelque chose. Bah oui, parce que Emmanuel n'est pas d'accord avec Macron. On écoute ce que disait Emmanuel Macron en 2019. La réalité, si on allait au bout de la logique, c'est que le président de la République ne devrait pas pouvoir rester s'il avait un vrai désaveu en termes de majorité. En tout cas, c'est l'idée que je m'en fais et qui est la seule qui peut accompagner le fait d'assumer les fonctions qui vont avec. Ah. Et oui, Emmanuel de 2019 est complètement en désaccord avec Macron de 2025. Ils ne peuvent plus se voir, mais quel est ce con qui est à l'Élysée? C'est vrai que c'est très bon, ce sonore est très bon. Hein. Putain, si jamais on n'avait pas la majorité, il faudrait démissionner. Là, le mec, il est même pas deuxième, le gars. Il est troisième, le mec. Oh putain, mais ça c'est très fort. C'est vraiment très fort. Alors, il y a plusieurs interprétations à ça qu'il faut dire. Il y a tous les futurs candidats pour 2027. Je pense que là, ils se sentent bien dans les sondages. Les Édouard Philippe, les Attal, ils seraient contents que la présidentielle arrive maintenant. Visiblement. Alors, si vous êtes un petit peu complotiste, moi j'ai une autre théorie. C'est que, vous savez que Édouard Philippe, il y a une affaire de corruption, détournement d'argent et tout, là, qui lui colle aux fesses au Havre. Et avant qu'elle pète trop sévère, il aimerait bien, en fait, que les élections soient avant. Alors que là, d'ici 2027, c'est possible qu'il soit jugé et compagnie. Et tu sais, ça va faire un petit peu de tâche sur le CV. Donc ça, c'est une possibilité. Et après, pourquoi ils le lâchent tous? Et encore, vous n'avez pas fait la liste complète, hein, on pourrait continuer pendant 2 heures. Parce qu'en fait, là, Macron est tellement impopulaire que Macron, c'est un déchet nucléaire radioactif. Et si vous touchez de près ou de loin, et que vous prenez pas vos distances, vous êtes contaminé. Ah, mais vous avez validé le président. Non, vous inquiétez pas, j'ai demandé sa démission. Ah, ok, donc ça va, t'es avec nous. Parce que là, comme il y a 80% des Français qui ne sont pas satisfaits, qui considèrent que c'est pas bien ce qu'il fait, il faut pas le valider, t'imagines bien. Le seul qui reste dans le bateau, et on peut lui reconnaître ça, c'est Éric Dupond-Moretti, qui est en ce moment au théâtre de je sais pas quoi pour son one-man show d'enculé. Donc c'est le seul, c'est le seul qui reste dans le bateau. En tout cas, les amis, vous avez compris que beaucoup de partis font en sorte que la dissolution n'ait pas lieu, notamment chez les Républicains, puisque dissolution voudrait dire perte de siège. Et surtout, les amis, chez la gauche. J'ai 3 simulations en cas de dissolution de l'Assemblée aujourd'hui, lundi 13 octobre, avec plusieurs configurations. On a donc la première configuration avec le bloc RN-UDR et une alliance PS-PCF Vert sans LFI. Voilà. Cela nous donnerait 265 sièges pour le RN, plus 122 de gagné, ce qui est quand même colossal. Ouais. Le Parti Socialiste, le Parti Communiste et les Verts qui gagneraient 22 sièges avec 46 députés. La majorité présidentielle qui s'effondrerait avec 82 sièges, donc au moins 79. Putain, les Républicains qui perdraient 8 sièges, 42 députés. LFI qui s'effondrerait avec moins 45 députés et seulement 26 sièges. Et enfin, le groupe Lyot avec 16 députés. Voilà. Ça, c'est la première configuration. Voilà. Ça, c'est la première configuration. La seconde est intéressante, avec la reconduction du nouveau Front populaire, donc l'Union de la gauche, donc qui verrait encore une fois le bloc Rassemblement national UDR avec 263 sièges, le NFP qui perdrait quand même des sièges, moins 16, ça leur ferait 177, la majorité présidentielle qui en perdrait 98, avec 63 députés, LR 49, Lyot 16 et Divers Gauche 9, et enfin la dernière projection, c'est l'union de la gauche hors LFI, mais avec une union de la majorité présidentielle et une union LR-Lyot dans chaque circonscription. Voilà. Donc ça ferait une diminution quand même du bloc Rassemblement National par rapport aux 2 premières projections avec 185 députés. L'alliance entre la gauche et la majorité présidentielle avec 175 sièges. Puis LR 58, LFI 26, Lyot 20. Voilà. Ouais, moi j'y crois pas trop. Hein. Parce que là, comme Macron est tellement radioactif, comme je disais tout à l'heure, je les vois pas trop forts et tout dire ouais, on va s'allier avec le macronisme. En fait, dans vue de la campagne de 2027, ça va être dur de justifier ça. Honnêtement, je les vois pas faire ça. Mais comment on peut expliquer ces projections? C'est en fait, pourquoi LFI perdrait alors qu'en fait, ils perdent pas tant que ça dans les sondages, c'est parce que, comme ils s'étaient alliés au PS et qu'il y avait eu une complicité avec la majorité, tu sais, ils s'étaient pas, en gros, au deuxième tour, les mecs de LREM se retiraient, les mecs de LFI se retiraient pour les autres pour faire gagner soit une majorité présidentielle, soit un LFI. Si cette alliance est brisée, ça va
pas être la même histoire. Voilà pourquoi LFI perdrait pas mal et pourquoi la majorité présidentielle perdrait pas mal. Bon, bah, c'est pour tout ce qu'on vous a dit depuis 30 minutes. LFI qui reste quand même le plus gros parti à gauche, hein, même si les législatives leur font perdre pas mal de sièges étant donné le scrutin à 2 tours. LFI qui reste quand même un des plus gros partis, le plus gros parti de la gauche évidemment, et ça sera d'ailleurs le parti qui permettra peut-être à Marine Le Pen de gagner l'Élysée en 2027. En tout cas, c'est la configuration de second tour dans laquelle elle est sûre de remporter à plus de 67% des suffrages l'Élysée et la présidence. Donc évidemment, LFI est un parti à surveiller, est un parti évidemment à mettre en évidence chez le RN dans les prochains mois. C'est ça. En tout cas, vous avez bien compris que toute cette tambouille politique, les amis, ne fait guère du bien au pays, voire même lui en fait peut-être encore plus de mal, ou je sais pas. En tout cas, la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est est-ce la fin de la 5e République? Bah, en tout cas, là, c'est sûr que on voit qu'il y a un problème. Déjà, avec le 49.3, on se posait cette question-là. C'est-à-dire que on élit 2 chambres de députés. L'Assemblée nationale, le Sénat, et en fait, le gouvernement peut passer avec des 49.3. Donc déjà, à quoi servent ces putains de 2 chambres? Ensuite, on voit que là, la plupart des gens sont pour une dissolution, l'Assemblée n'est pas pour, donc en quoi ça représente les Français? Et là, on voit que on peut nommer un Premier ministre qui a rien à voir avec ceux qui ont gagné, il se fait censurer à merci et on renomme. Il y a un problème, on voit que ça tourne en rond et c'est pour ça que la 4e s'était effondrée. C'est parce que les gouvernements ne duraient pas assez longtemps. Là, les gouvernements ne durent pas longtemps. Bon, bah, est-ce que ça voudrait pas dire qu'il faut en changer? C'est une bonne question, mais attention pour mettre quoi à la place parce que c'est ça le piège qui vous est tendu par Benoît Hamon et ses comparses. La République est morte, vive la France. En tout cas, CNews a peut-être sa réponse pour remplacer par le roi. Oui, le retour du roi de France qui est de plus en plus crédible, mine de rien. En tout cas, moi j'ai passé une soirée la semaine dernière avec l'Action française, voilà. Et il est vrai que qu'ils ont aujourd'hui beaucoup d'arguments pour faire revenir, en tout cas Louis XX de Bourbon, pour faire venir plutôt Louis XX de Bourbon sur le trône de France. Louis XX de Bourbon qui a donc été reçu ce week-end là par CNews. Donc en tout cas, c'est vrai que le retour du roi est peut-être plus que jamais d'actualité dans ce pauvre pays français. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la République s'effondre et on l'a vu il y a quelques jours avec la panthéonisation de Robert Badinter, un des pires visages de la politique française, les amis, qui est rentré donc au Panthéon à côté du communiste Manoukian et de je sais plus qui, enfin bref. Ouais, enfin bon, pour le coup, Manoukian, le mec, s'était battu contre les nazis quand même. Lui, pour le coup, il l'avait mérité. Oui, enfin pourquoi faire rentrer un communiste? Bon bref. En tout cas, toujours est-il que Badinter, le pire garde des Sceaux de l'histoire de la République, est rentré au Panthéon. Sa tombe qui a d'ailleurs été profanée le jour de son entrée avec l'inscription « Les assassins, les violeurs, les pédos, la République reconnaissante les sanctifie ». Voilà, Badinter qui n'a pas du tout fait l'unanimité. Alors ce qui était très intéressant, c'est évidemment de connaître le bilan de Robert Badinter. Son bilan est tout simplement exceptionnel. C'est la libération de 15 à 25% des détenus à l'été 81, la suppression de la Cour de sûreté de l'État, l'abrogation de la loi anti-casseurs, très intéressant aujourd'hui avec toutes les émeutes qu'on peut connaître, la suppression des peines minimales dans le code pénal, l'abrogation de la loi sécurité, liberté, la fin des quartiers de haute sécurité, que Darmanin remet aujourd'hui d'ailleurs, et évidemment l'abolition de la peine de mort. Donc la justice ne s'est jamais aussi mal portée que depuis que Robert Badinter a été en fonction. Et alors ce qui est marrant, c'est que BFM nous a fait, lors de sa panthéonisation, nous a appris qui était le dernier condamné à mort français. Est-ce que tu sais ça, Trotsky? Je crois que je sais. Mais putain, à l'époque, j'étais un malade mental des faits divers et je l'ai su cette info, mais je crois que je l'ai perdu. C'est, je crois que c'est un mec vers le centre de la France, mais je crois que c'est un mec d'origine maghrébine, je crois. Mais je te retrouverai pas son nom. Honnêtement, je retrouverai pas son nom. Hamida Djandoubi est donc le dernier condamné à mort, guillotiné en France. Donc voilà, même dans les années 80, le dernier criminel c'était un arabe, un vrai symbole. Et alors, ce qui est pas mal, c'est que j'ai les faits reprochés aux 10 derniers condamnés à mort en France. Ouais. Et
c'est intéressant quand même ce débat sur la peine de mort, parce que écoutez ça, et celui qui me trouve l'argument pour me dire que c'est pas bien qu'il n'ait pas été condamné à mort, vient de me parler, il vient de m'expliquer pourquoi. Je vais vous le lire. Hamida Djambouji, donc ce qu'on vous a dit là. Date de l'exécution, c'était prévu en 77. À Marseille, meurtre accompagné de torture sur son ancienne maîtresse. Pas mal. Jérôme Carin, à Douai. Tentative de viol, puis étranglement et noyade d'une fillette de 8 ans. Christian Ranucci. Ça c'est assez célèbre. Enlèvement et meurtre d'une fillette de 8 ans par coup de pierre et de couteau après avoir provoqué un accident. Ouais, mais lui, il y a un problème, c'est que c'est pas 100% sûr que ce soit vraiment lui. Il y a vraiment un délire sur Christian Ranucci. Bon, bref. Ali Benyanes, entrée par effraction et meurtre d'une fillette de 7 ans. Claude Buffet, assassinat d'un gardien et d'une infirmière lors d'une prise d'otage en prison. Roger Bonthème, assassinat d'un gardien et d'une infirmière lors d'une prise d'otage en prison. Voilà, c'est le co-accusé en fait du précédent, de Buffet si tu veux. Okay. Jean-Laurent Olivier, viol et assassinat sur 2 enfants. Günther Volz, viol et assassinat d'une fillette de 9 ans. Saïb Anchani, meurtre à la hachette d'un homme suivi de récidive les jours suivants. Et enfin, Mazouz Gaouti, assassinat d'un poissonnier à la barre de fer dans sa boutique. Ce qui est quand même intéressant de savoir, c'est que sur les 10, il y a quand même 4 arabes. Donc les mecs étaient pas encore des millions en France. Ils s'étaient déjà surreprésentés dans les pires crimes et délits. Ouais. Bah là, si on était un gauchiste, on te dirait, oui, mais c'est parce qu'ils étaient eux plus facilement condamnés à la peine de mort. Donc du coup, de fait, tu les retrouves plus dans les 10 derniers. Vois-tu ? Pourquoi pas ? Mais bon, en tout cas les amis, si ces affaires ne vous donnent pas envie d'exécuter ces gens-là, moi j'aimerais bien connaître vos arguments. Et pas l'argument de dire ouais alors ils assassinent, donc nous on les assassine, donc ça veut dire qu'on se met au même niveau qu'eux. Attends fils de pute, assassiner un assassin, oui c'est se mettre au même niveau que lui, mais c'est surtout empêcher qu'il récidive. Parce qu'aujourd'hui, n'importe quel assassin français sortira au bout de 30 ans. En fait, il y a plusieurs arguments, mais je sais pas s'il faut qu'on ait cette discussion aujourd'hui, mais l'argument principal, c'est est-on sûr de la justice française aujourd'hui ? A-t-on confiance en cette justice française ? La réponse étant souvent non. Est-ce qu'on va lui donner le droit, du coup, de tuer quelqu'un ? Sachant qu'on lui fait pas vraiment confiance. En fait, c'est ça le truc. T'as peut-être raison, Trotsky, c'est peut-être pas le moment d'avoir un débat sur la peine de mort. Toujours est-il que les Français ne s'y sont pas trompés. Seulement 1 million de téléspectateurs ont suivi à partir de 19h sur TF1 l'entrée au Panthéon de Robert Badinter. Il n'était même que 600 000 pour l'édition spéciale juste avant, entre 18h et 19h. Donc voilà, Badinter qui n'était pas très populaire à l'époque, l'est encore moins aujourd'hui. On passe maintenant, les amis, à vos impôts. Oui, vos impôts qui financent des choses un peu particulières, puisque la France a été condamnée à rembourser un prisonnier après que sa console de jeu ait été cassée lors d'un transfert carcéral. Voilà, l'État devra également verser 1 200 € à son avocat. Bah ouais, mais en même temps, c'est un État fasciste, il casse les affaires des gens quand ils transfèrent. C'est normal, hein. Faut payer. Putain, salaud. T'imagines ? Les objets privés et tout, on se les fait casser en transfert. Oh, non mais c'est bien en tout cas qu'il ait des consoles de jeux et tout. C'est bien. C'est normal. Hein. De toute façon, tout le monde peut s'en payer. De toute façon, tu travailles, là, tu es payé au SMIC. Toi aussi, hein, t'as la PS5, t'es à 1005. Pas de souci. Allez, on passe à Bordeaux maintenant avec une agence immobilière réservée aux réfugiés qui voient le jour avec la complicité du préfet dans un marché du logement déjà saturé. Et oui les amis, la priorité chez toi, c'est pour les autres. Ok, donc toi, petit Français qui paye tes impôts, bon ben toi non, toi t'es pas priorisé sur ça. Lundi 6 octobre, la semaine de l'intégration des étrangers primo-arrivants a été lancée en Nouvelle-Aquitaine par le préfet Bachir Bakhti, qui a choisi de mettre à l'honneur Immo3S, une nouvelle agence immobilière exclusivement dédiée aux réfugiés politiques, portée par la fondation COS Alexandre Galsberg. Cette structure se veut la première à destination de personnes réfugiées. L'objectif affiché, convaincre les propriétaires privés de louer leurs biens à ces publics fragiles, tout en garantissant une gestion professionnelle, le tout en préservant leurs intérêts. Voilà les amis, c'est encore une fois exceptionnel. Voilà, les réfugiés politiques, hein. Alors je vous dis, un réfugié politique, c'est un Afghan qui dit qu'il est homosexuel. Aujourd'hui c'est ça, ou un Algérien qui vient pour raison économique. Bon bah il a une agence immobilière qui va s'occuper de son cas. Voilà. Bonjour. Et lui, pas besoin des 3 derniers bulletins de paye. Non, pas de problème. Bonjour, j'ai une petite question. J'ai écouté une vidéo il y a de ça quelques temps. On nous disait, le titre de la vidéo, c'était pourquoi le Rassemblement national est raciste. Alors moi j'ai voulu écouter pour savoir, parce que bon, vu comment ils se sont gauchisés, je me demandais tiens, qu'est-ce qui s'est passé ? Et l'argument principal était, ils sont racistes parce qu'ils veulent réserver les logements sociaux à des Français,
c'est donc discriminant puisqu'ils choisissent en fonction d'une nationalité. C'est, selon la Constitution, la définition de racisme, c'est discriminer en fonction de la religion, de la nationalité, de la couleur, machin. Cette agence immobilière, du coup, elle réserve ses biens à des gens non français, donc à tout sauf les Français. C'est donc du racisme, selon la Constitution française. Pas mal. Voilà. Pas mal. Bah oui, pas mal. Bon, en tout cas, les amis, vous avez compris, c'était donc la semaine de l'intégration. Et alors, on a le préfet donc de la Gironde, Bachir, donc qui a créé une agence immobilière pour les réfugiés. Mais nous avons le préfet du Var aussi, qui s'est distingué, je vous lis le tweet, « Jouer pour mieux comprendre les valeurs de la République ». La direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités a dirigé l'idéation par le laboratoire d'inclusion sociale varois Insolab et le développement par l'entreprise d'insertion Mode 83 du jeu sérieux Républicité, un jeu de société qui permet aux étrangers primo-arrivants d'apprendre de façon ludique leurs droits et devoirs en France. Le jeu, en phase de test, sera bientôt édité et proposé aux associations qui travaillent dans le secteur de l'asile et de l'intégration. Donc là, c'est magnifique. On a encore bonjour à Boubacar qui joue au Monopoly de la République. Bonjour Aboubacar. Bonjour. Et ouais, non mais c'est... Ouais, bah, bon. J'aimerais bien la voir, ce jeu. Tu sais, on se fait une partie en live et tout, parce que je pense qu'il doit y avoir des trucs dedans, mais des trucs de fou. J'aimerais bien la voir, le jeu là. Faut voir où c'est disponible, parce que à mon avis, les questions, enfin, tout doit être orienté, mais de manière stratosphérique. Ah, ça, va falloir qu'on se renseigne. Bon, en tout cas, peut-être qu'il sera édité avant Noël, et si c'est le cas, Trotsky, ne t'inquiète pas, tu l'auras au pied de ton sapin. Ah ouais. On part à Rouen, les amis. À Rouen, il s'est passé quelque chose de très grave. À Rouen, un drapeau français hissé sur la cathédrale, la préfecture porte plainte. Salaud. Ah, les salauds. Ils nous épargneront rien. La préfecture a porté plainte. Et c'était tellement grave que le lendemain, les amis, la préfecture a payé en urgence, pendant un week-end, un cordiste pour monter au sommet de la flèche afin de décrocher le drapeau français. Ah ouais, ouf. La République est sauvée, les amis. Et alors, quand on parle d'église, c'est pas mal parce qu'on va partir dans le 09 où la mairie remet en service les cloches de l'église pour faire revivre l'esprit de ce village ariégeois. Au programme, la marche impériale de Star Wars ou Au clair de la lune, des airs choisis pour éviter une sonnerie religieuse. Ah bah oui. Donc putain. C'est quand même les cloches de l'église, faudrait pas que ce soit religieux. T'es fou, toi. Putain, mais ces gens-là, pourquoi ces gens-là sont des fils de pute? Parce qu'ils ne veulent plus que tu aies d'identité. C'est très important. Parce que sinon, tu vas te reconnaître entre gens sur une histoire commune, entre gens qui te ressemblent, et tu ne pourras pas, si tu veux, tu seras un petit peu plus méfiant de l'autre. Et ça, c'est problématique pour eux. Parce que non, il faut qu'il arrive en masse, l'autre. Bon, les amis, ça y est. On a eu le dépucelage. Alors en Angleterre, ça fait des années que ça a lieu. Là, c'était une première en France, donc je suis un peu ému de vous partager ça. Ouais. On part à Vénissieux. Ça y est. On l'a eu, Trotsky. Notre première manifestation islamiste en France. Donc voilà, c'était pour le 7 octobre. Donc le 7 octobre, on vous rappelle, c'est l'énorme attentat qu'a subi Israël de la part du Hamas, où les mecs ont violé des petites filles de 6 ans mortes. Bon bref, des trucs géniaux. Ouais. Donc hier soir, les habitants de Vénissieux, qui sont français comme vous et moi, sont sortis dans la rue avec un slogan spécial 7 octobre. Donc une grande banderole, et c'était leur revendication là. Vive le déluge d'Al-Aqsa. Donc le déluge d'Al-Aqsa, c'est le nom donné par le Hamas en fait au massacre du 7 octobre 2023. Donc voilà, on a eu une belle centaine de manifestants quand même dans les rues de Vénissieux qui sont sortis pour fêter le massacre de fillettes de 7 ans. Donc oui, donc puis de mecs dans un festival, enfin bref, de plein de trucs. Voilà. Non, mais je trouve ça plutôt pas mal. Du coup, peut-être que d'ici quelques années, ils fêteront le Bataclan. Ah bah, ils l'avaient fêté dans des pays arabes. C'est les 10 ans là d'ailleurs c'est les 10 ans là qui arrivent. Bah préparez vos pancartes les mecs là, il reste un mois. Ah ben un mois pile. C'est dans un mois. Moi je le vois bien, la petite pancarte Vive Abdeslam. Enfin des trucs comme ça. Libéré Abdeslam. Il est pas si méchant que ça. Il avait raison. Avec Mélenchon en tête de cortège là, avec Yacine Bellatar. Bon bref, ça peut être pas mal. Putain, c'est très bon ça. Ouais. En tout cas, Vénissieux, évidemment, quartier islamisé de Lyon, mais je pense qu'on peut décerner le titre de pire endroit de France à Châtelet-Léal, les amis.
Et oui, si vous êtes attentif à nos podcasts, ça fait 3 semaines que qu'à Châtelet-Léal, on a des émeutes toutes les semaines. Alors quand c'est pas pour un magnifique poulet croustille avec son riz et sa sauce blanche et ses tenders croustillants, c'est pour un giga méga tacos à 3 € avec du tenders et de la sauce fromagère. Donc on a eu pendant 2 semaines des émeutes pour des tacos et du riz croustille. Et du coup, le préfet de Paris s'est dit que ça allait peut-être être une bonne idée d'organiser samedi un concert de rap gratuit. Donc Châtelet-Léal, les amis, qui est le repère des banlieues parisiennes. Ni une ni deux, plus de 20 000 personnes ont attendu le rappeur. Alors là, les amis, L2B. Je sais pas. Là, j'aimerais bien te dire que je connais, te donner une info sur L2B. Je n'en ai aucune idée. Je ne sais pas qui est cette personne. Je crois que c'est un groupe. C'est tout ce que je peux te dire. Mais le reste, je ne sais pas. L2B qui a dû annuler en plus ce concert. Voilà. Et en fait, c'est ça qui a déclenché la frustration des jeunes du Jeunistan qui se sont permis, évidemment, de brûler des poubelles, etc. et de lyncher des flics. Donc, je vous invite évidemment à aller voir les images sur Twitter, les amis. Donc, Châtelet, vraiment pire quartier de la République française. Cette République, les amis, en déliquescence totale, qui va sans doute s'effondrer. Et oui, vous verrez de vos propres yeux la fin de cette République de merde. Alors, à ce propos-là, c'est encore une fois, il faut préciser, vous verrez, et c'est assez amusant sur les images de cette, de ce concert, de cette manifestation. Vous verrez, il y a une population qui est toujours la même. C'est celle du Jeunistan, comme dirait Monsieur Aplati. Celle du riz croustille. Voilà, c'est la population. On mange du riz croustille. Vous allez voir, c'est assez rigolo. Mais en fait, j'ai encore eu un exemple dans ma vie personnelle hier. Hier, j'avais pour projet d'aller au théâtre, figure-toi. D'aller voir une pièce de théâtre qui n'était pas du stand-up, donc c'est une pièce de théâtre. Et en fait, donc pour y aller, je suis passé par ces quartiers-là grand remplacés. Donc c'est-à-dire que maintenant c'est un fait absolument avéré. Moi je peux plus, j'en discute avec plaisir, mais en allant dans ces quartiers-là avec tous ceux de ça qui me disent que ça n'existe pas, je dis tiens, prenons un petit bus et puis on va voir comment ça se passe. Donc là c'est vraiment très frappant ce qui se passe, cette France qui vit dans le même espace géographique mais qui n'a plus aucune activité en commun. Donc je suis dans les transports. On est 3 blancs, 100 personnes africaines, enfin tu vois, d'origine en tout cas. Et tu arrives dans le théâtre, 2000 blancs. Pas un seul. Enfin tu vois, c'est vraiment très drôle. Comment il ne peut. Enfin en fait, je ne sais pas. Alors qu'on nous dit mais n'importe quoi, ça n'a rien à voir, ce sont des préjugés et tout. Et en fait là, par une simple activité, en 30 secondes, je suis passé de quartier 100% origine africain, hop, salle 100% origine caucasien. Mais c'est un truc de malade mental. Mais ça fait bizarre. Et en fait, rien que de penser à ça, c'est censé être raciste, mais il faut quand même dire les faits. Tu vois, c'était la vérité. Non, mais c'est énorme que tu dises ça, parce que pas plus tard que samedi, j'étais à un match de rugby, donc le top 14 en France. Oui. Donc, stade de rugby 100% blanc. Sécurité, et c'est ça qui est énorme. Sécurité, zéro. Voilà. Il y avait 2 policiers municipaux à la sortie du stade. Fini. Les mecs ne te fouillent pas. C'est incroyable. Incroyable. Et alors, à la fin du match, on est allé au bar là, du stade là. Et truc tout con, mais un truc que je n'aurais jamais pu faire hors de ce stade, enfin dans la rue quoi. J'ai laissé mon portable sur l'espèce de manche debout. Oula oui. Là où il y avait les bières. Oulala. J'ai laissé portable, portefeuille. Je suis parti pisser, mec. Je suis revenu. Devine quoi? Il y avait encore. Portable, portefeuille. Il était encore là. Non, mais c'est vrai que tu pointes quelque chose d'incroyable. C'est que, en fait, on se croise sans se rencontrer. Mais c'est on se croise sans se parler. Nous n'avons rien en commun. Même jusqu'à notre nourriture. Vous vous rendez compte que nous n'avons même pas la nourriture en commun. Oui, parce que j'allais dire ça, c'est que même au restaurant de ces quartiers-là cohabitent les deux. Je veux dire, que ce soit, il y a des quartiers en fait en cours de grand remplacement, donc il y a encore des familles, je veux dire de blancs ou d'origine mais intégrée, c'est-à-dire les Portugais, les Italiens, etc. Enfin d'origine, tu vois, la 2e génération qu'on voit même plus que son. Et même dans les restaurants où ils vont, c'est toujours la même population, quasiment. C'est assez frappant. C'est assez frappant. Et là, en fait, c'était drôle parce que j'y étais avec des gens qui sont pas du tout, on va dire,
comme nous, c'est-à-dire qu'ils le disent haut et fort en fait, et même eux ne peuvent plus le contester, tu vois. C'est phénoménal. Comment voulez-vous bâtir un socle commun et un pays uni quand il y a en fait un peuple dans le peuple et quand deux peuples en fait refusent de cohabiter tout simplement. Et encore, et là on va pas dans le détail, mais si on va dans le détail, par exemple quand on prend les Noirs et les Arabes en France, eux-mêmes sont ultra divisés entre eux. Donc, oui, déjà les Noirs en général n'aiment pas les Arabes et inversement. Voilà. C'est pour le dire grossièrement. En fait, tous ceux qui vont contester ça en disant n'importe quoi, regardez le taux d'immigration au Maroc de Noirs. Voilà. Vous allez voir. Vous allez rigoler, hein. Donc oui, non, mais bien sûr, évidemment. Et après, ça n'empêche pas, on le précise à chaque fois, mais on est obligé, mais ça, comme le BFM et Libération et tout ça vous le font à longueur de temps, évidemment que il y a je veux dire des gens d'origine africaine, d'origine maghrébine et tout qui sont intégrés et qui maintenant font partie de la République comme nous. Moi je veux dire au théâtre il y en avait, etc. Il y a pas de souci, mais le truc c'est les proportions sont tellement monumentales dans ceux qui ne sont pas intégrés, c'est ça qui est gênant en fait, c'est ça le truc. C'est ça. Et d'ailleurs 90-10 en fait. Ouais, non mais ouais, je pense que c'est un peu ça. Et en plus même cette population intégrée ne se désolidarise pas en général beaucoup du reste de leurs congénères, en tout cas de leurs ex-congénères, en le disant bon oui c'est vrai qu'ils sont super représentés dans le bordel et tout. Généralement ils le dénoncent pas beaucoup, en tout cas en règle générale, même s'il y a des contre-exemples évidemment. Mais tu sais que d'ailleurs en parlant de cette France qui cohabite ou alors qui se fait victimiser par les mêmes de ces blancs qui se font victimiser par cette immigration, on a parlé de Jean Portmanov. Ouais. Voilà, ceux qui n'ont pas écouté le podcast, c'était vraiment un podcast qui était très intéressant. Je vous mettrai le lien à suivre là dans la description. Bon bref, c'était un blanc pas hautement intellectuel qui s'était fait victimiser en live sur les réseaux pendant des mois et des mois jusqu'à mourir en direct. Bref. Et figure-toi, qu'est-ce qui se passe? Donc ça s'appelle le local, hein, l'endroit où il était, où il s'est fait victimiser par uniquement des musulmans et des gens d'origine. Alors il y avait maghrébins, italiens, etc. Et bien là, ça y est, le local, c'est reparti. Donc il y a pas de souci. Il y a un mec qui est mort en direct, aucun problème. Il y a une plainte qui a été, il y a une enquête qui a été ouverte. Pour l'instant, rien à signaler. Et donc le frère de Narutovi, qui s'appelle Gwen, si je dis pas de bêtises, lui il s'appelle Owen et son frère, je crois, s'appelle Gwen. Déjà, ça te donne un indice sur les problématiques. Et bah ça y est, ils sont de retour. Et alors, vous vous souvenez de tous ceux qu'on dit mais kick, voilà les salauds en Australie et tout. Ils sont de retour sur Twitch. Twitch, la plateforme préférée de la censure de la gauche. Alors ça, c'est génial. Et là, ils sont sur Twitch, aucun problème. Alors ils ont trouvé la parade, donc ils sont maintenant ils ont plus l'handicapé Koudou. Je dis l'handicapé, il est vraiment reconnu comme handicapé, curatelle, etc. Il n'est plus là, mais il y a toujours des personnages qui étaient là avant, et en fait ils se frappent toujours et on les entend, mais ils coupent la caméra pour pas se faire ban. En fait c'est très simple, ils disent je vais te niquer ta mère, voilà je vais te niquer ta mère. Hop, on coupe la caméra et et on se frappe et ils remettent les caméras. Et ça a toujours un beau succès, hein. Ils ont plus de 40 000 abonnés sur Twitch. Enfin, c'est génial. Les gens, adorent ce public-là. Il y a déjà ce concept-là. Il y a déjà eu un mort en live, mais il y a pas de problème. Et Twitch, qui a censuré beaucoup de gens, je pense notamment à Alexis Poulain, qui avait dénoncé les effets secondaires des vaccins, s'est fait bannir de Twitch. Il est en procès avec eux à l'heure actuelle. Bah là, il y a pas de problème pour frapper les gens en direct. Et puis voilà, toutes les 2 minutes. Donc c'est génial. Le local, ne vous inquiétez pas, est de retour. Aucun problème. Bon, c'est à l'image du pays de toute façon. Bon voilà les amis pour cet épisode, on espère qu'il vous aura évidemment plu. Ces petites tambouilles politiques et ce qui se passe évidemment dans cette république qui se meurt de jour en jour, et c'est tant mieux. Il ne nous reste plus qu'à vous dire bonne semaine et surtout, vive la France. Et surtout, mettez un petit pouce sous la vidéo parce que sinon on va encore être mis en privé sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner. Pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, lâchez un petit commentaire pour soutenir le podcast. Et nous on se retrouve de toute façon la semaine prochaine. C'est moi solennel là d'un coup. Ah ouais, je suis désolé.